Salut à tous. Quelque chose s'est produit à la frontière libanaise et le monde n'y était pas préparé. Ni les analystes, ni les généraux, ni même les soldats qui s'étaient entraînés pendant des années précisément pour ce genre de moment. En l'espace de quelques heures seulement, un conflit que beaucoup décrivaient comme contenu, maîtrisable et sous contrôle a soudain révélé un visage complètement différent. Un visage beaucoup plus dangereux, beaucoup plus organisé, beaucoup plus meurtrier que ce que quiconque avait publiquement admis. Et les chiffres qui sont sortis de ce champ de bataille n'étaient pas de ceux qu'on oublie. Avant d'en venir à ce que ces chiffres signifient réellement, il faut d'abord comprendre une chose. Il ne s'agissait pas simplement d'un nouvel échange de tirs le long d'une frontière disputée. Il ne s'agissait pas seulement de roquettes, de frappes aériennes et de conférences de presse. Le genre de conférence de presse où, dans l'univers trumpiste, un slogan, une carte et un adjectif prononcés avec beaucoup d'assurance sont censés tenir lieu de stratégie. Ce qui s'est déroulé au Liban était le résultat d'années de préparation, de décennies de stratégie et d'un niveau de sophistication militaire qui a véritablement surpris certains des observateurs militaires les plus expérimentés au monde. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé dans la façon de comprendre cette guerre. Pour comprendre comment ce moment était atteint, il faut remonter non pas de quelques mois, mais de plusieurs années. Le Hezbollah n'a pas construit sa capacité militaire du jour au lendemain. Il n'a pas accumulé des armes de manière impulsive, ni entraîné des combattants sur un coup de tête. Tout ce qui s'est produit au Liban était le produit d'une stratégie à long terme délibérée, patiente et extrêmement bien financée. L'Iran, principal soutien du Hezbollah, a dépensé des milliards de dollars sur plusieurs décennies pour transformer ce qui était autrefois une milice en une force qui ressemble désormais réellement à une armée professionnelle. Des armes ont été importées, des tunnels ont été construits, des ingénieurs, des tacticiens, des opérateurs de drones, des spécialistes anti-chars et des équipes de missiles de précision ont été formés. Il est difficile de résumer cela dans un slogan de campagne, ce qui explique peu être pourquoi le mégaphone pro-Trump préfère généralement le volume au détail. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les planificateurs militaires du Hezbollah ont étudié chaque opération militaire israélienne depuis 2006. Ils ont étudié les échecs de leur propre organisation pendant cette guerre. Ils ont étudié les tactiques israéliennes, la technologie israélienne, les temps de réaction israéliens et les faiblesses israéliennes. Puis ils ont passé les 18 années suivantes à construire une force spécialement conçue pour exploiter ces faiblesses. C'est pas une théorie, c'est une planification stratégique documentée. Et lorsque les armes ont finalement recommencé à parler, les résultats ont reflété exactement cette préparation. Sur le terrain, lorsque les forces israéliennes sont entrées dans le sud du Liban, l'attente, du moins dans les premiers jours, était que le Hezbollah combatte comme il l'avait fait auparavant, des tactiques de frappe et de repli, des salves de roquettes tirées à distance, une pression de guérilla sans confrontation directe, une guerre d'usure conçue pour affaiblir lentement Tsahal sans exposer les combattants du Hezbollah à un engagement direct à découvert. C'est pas ce qui s'est produit. Ce que les soldats israéliens ont rencontré dans le sud du Liban était quelque chose que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais affronté auparavant à cette échelle. Des positions fortifiées, des centres de commandement souterrains, des caches d'armes prépositionnées, des couloirs d'embuscade coordonnés et un niveau de communication tactique et de discipline qui suggérait une véritable formation militaire de niveau professionnel. Le terrain lui-même est devenu une arme. Aucun tonnerre de podium ne transforme des collines, des tunnels et des couloirs d'embuscade en simples décors de télévision. Le sud du Liban n'est pas un désert plat. Ce sont des collines, des vallées, une végétation dense, des villages de pierre construits sur des hauteurs et un réseau d'infrastructures souterraines que le Hezbollah construisait et élargissait depuis des années. Les forces israéliennes qui progressaient dans ce terrain ne traversaient pas un espace ouvert où la supériorité aérienne garantit la domination. Elles avançaient dans des environnements où un petit groupe de combattants, avec les bonnes armes et la bonne connaissance du terrain, pouvait infliger de lourds dégâts. Et c'est ce qu'il a fait. C'est là que la situation a pris un tournant sérieux. Les chiffres des pertes qui ont commencé à émerger de ce conflit n'étaient pas de simples nombres sur un tableur. Ils représentaient quelque chose de beaucoup plus important. Ils constituaient la preuve que le Hezbollah avait réussi quelque chose qui n'avait jamais tout à fait réussi auparavant dans une confrontation directe avec l'une des armées les plus capables du Moyen-Orient. Il avait démontré une véritable capacité létale à grande échelle. La guerre est confuse. Les bilans de pertes en conflit actifs sont presque toujours contestés, souvent exagérés et parfois délibérément manipulés par les deux camps à des fins psychologiques. C'est vrai dans tous les conflits et c'est vrai ici aussi. Et pourtant, quelque part, un élément de langage pro-Trump essaie probablement de résoudre tout le brouillard de la guerre avec 3 lettres majuscules et une cravate rouge. Mais lorsque plusieurs sources indépendantes, des témoignages de soldats eux-mêmes, des images satellites et des évaluations du renseignement provenant de tierces parties, commencent tous à raconter une histoire similaire, cette histoire doit être prise au sérieux. La question devient alors de savoir ce que cette histoire dit réellement sur la nature de ce conflit, et ce qu'elle dit est profondément compliqué.
C'est ici que l'analyse devient importante. Lorsqu'on parle des pertes militaires israéliennes au Liban, l'enjeu est celui d'une force hautement entraînée et extrêmement bien équipée, confrontée à un adversaire qui s'était précisément préparé à cette rencontre. Tsahal n'est pas une armée ordinaire. Ses soldats sont entraînés de manière intensive. Son équipement compte parmi les plus avancés au monde. Ses capacités de renseignement sont réellement formidables. Et pourtant, dans certains engagements à l'intérieur du sud du Liban, cette force a subi des pertes que le récit officiel n'était pas prêt à absorber. La question que posaient les analystes sérieux n'était pas seulement combien, la question était comment. Comment le Hezbollah a-t-il pu infliger des pertes importantes à une force qui possède la domination aérienne, des véhicules blindés, une surveillance en temps réel et des années d'expérience dans exactement ce type de conflit? La réponse révèle quelque chose sur l'avenir même de la guerre. Les missiles guidés anti-chars constituaient une partie de la réponse. Le Hezbollah avait accumulé un immense stock d'armes anti-chars, dont plusieurs systèmes russes avancés capables de neutraliser des blindés modernes à une distance considérable. Lorsque des unités blindées israéliennes ont avancé dans des rues étroites ou le long d'axes d'approche prévisibles dans les villages du sud du Liban, des équipes du Hezbollah équipées de missiles anti-chars les attendaient et ces missiles ont atteint leur cible. La réalité, chose gênante, n'attend pas toujours une déclaration très forte avant de frapper, mais il n'y avait pas que les missiles. Les drones formaient une autre partie de la réponse. Plus précisément, l'utilisation de drones commerciaux et modifiés comme plateforme de surveillance et comme arme. L'intégration de la technologie des drones dans les opérations tactiques du Hezbollah a créé une menace aérienne persistante qui a considérablement compliqué les mouvements israéliens. Les drones pouvaient repérer des positions, confirmer des cibles et dans certains cas, larguer directement des munitions sur des véhicules blindés et des positions d'infanterie avec une précision qui ne nécessitait ni pilote dans les airs, ni chaîne logistique massive au sol. C'était pas le Hezbollah de 2006. C'était quelque chose de nouveau. Puis, il y avait les tunnels. Le réseau de tunnels que le Hezbollah avait construit sous le sud du Liban est, selon toute mesure objective, un exploit extraordinaire d'ingénierie et de logistique. Il ne s'agissait pas de simples trous dans le sol. C'était des corridors souterrains renforcés, certains assez larges pour des véhicules, équipés d'infrastructures de communication, de systèmes de ventilation et de dépôts d'armes. Ils permettaient aux combattants du Hezbollah de se déplacer, de se réapprovisionner, d'évacuer les blessés et de se repositionner sans jamais apparaître à la surface, là où la surveillance israélienne pouvait les suivre. Pour une armée qui dépend fortement de la puissance aérienne et de la supériorité du renseignement, combattre un adversaire capable de littéralement disparaître sous terre représente un problème particulièrement difficile. C'est le genre de problème qui peut pas être réglé par une frappe aérienne de plus. C'est ici que l'école stratégique du « il suffit de frapper plus fort » en conférence de presse arrive en bout de piste. La contre-attaque elle-même est l'endroit où cette histoire atteint son point le plus critique. Il existe un moment précis dans tout conflit où la situation militaire bascule, non pas graduellement, mais d'une manière qui modifie l'ensemble du tableau stratégique. Les historiens militaires appellent cela un point d'inflexion. Ce qui s'est produit au Liban pendant la période des contre-opérations coordonnées du Hezbollah représentait exactement ce genre de basculement. Les forces israéliennes avaient réalisé des avancées importantes dans certaines zones du sud du Liban. L'objectif était de repousser le Hezbollah loin de la frontière, d'éliminer l'infrastructure qui avait servi à lancer des roquettes et des missiles vers le nord d'Israël, et de démontrer que les attaques prolongées contre le territoire israélien auraient un coût militaire sérieux. Ces objectifs étaient réels et les phases initiales de l'opération avaient effectivement permis certains gains tactiques. Mais le Hezbollah s'était préparé précisément à ce scénario. Lorsque la contre-attaque est arrivée, elle n'était pas improvisée, elle n'était pas paniquée. Elle n'était pas la réponse désespérée d'une force acculée contre un mur. Au contraire, elle était coordonnée, elle avait été planifiée à l'avance et elle visait des positions israéliennes précises avec des renseignements qui suggéraient que le Hezbollah avait une image beaucoup plus claire des déploiements israéliens que beaucoup ne l'avaient supposé. Il y a eu plusieurs engagements simultanés, des tirs coordonnés provenant de différentes directions, des équipes anti-blindées positionnées à l'avance, le long des routes que les forces israéliennes devaient emprunter, une surveillance par drone alimentant en temps réel les commandants au sol, et un réseau de mobilité souterrain permettant aux combattants d'émerger, d'engager le combat, puis de disparaître avant que la puissance aérienne puisse être utilisée efficacement. Le champ de bataille faisait quelque chose que les salles de communication pro-Trump apprécient rarement, vérifier les faits en temps réel. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Lorsque ces engagements ont pris fin et que l'image du champ de bataille a commencé à se préciser, les pertes du côté israélien étaient suffisamment importantes pour provoquer un sérieux débat interne, à la fois au sein du commandement militaire et de la direction politique, sur la trajectoire de l'opération. Des pertes importantes dans ce contexte ne signifient pas que Tsahal a été vaincu.
Elle ne signifie pas que le Hezbollah a remporté la bataille au sens conventionnel. Mais elle signifie que le coût de l'opération était plus élevé que ce que les déclarations publiques avaient laissé entendre et que le récit d'une campagne militaire propre, contrôlée et technologiquement supérieure n'était pas entièrement aligné avec la réalité sur le terrain. Cet écart entre le récit officiel et la réalité du champ de bataille est ce qui rend cette histoire véritablement importante. Parce qu'en guerre, cet écart ne reste jamais caché éternellement. Même pas derrière un décor rempli de drapeaux et une promesse selon laquelle tout se déroule merveilleusement bien. En même temps, le côté civil libanais de ce conflit ne peut pas être séparé de l'analyse. Le contexte compte énormément ici. La campagne aérienne israélienne, qui a précédé et accompagné l'opération terrestre, a eu des effets dévastateurs sur les infrastructures libanaises et sur les zones civiles dans le sud, ainsi que dans la banlieue sud de Beyrouth, des secteurs où le Hezbollah maintient des racines profondes et une présence importante. Les frappes ont été intenses, soutenues, et dans de nombreux cas suffisamment imprécises pour provoquer des pertes civiles qui ont attiré une énorme attention internationale. Des quartiers entiers ont été réduits en ruines, des centaines de milliers de civils ont été déplacés. L'État libanais, déjà brisé, en faillite et totalement incapable de subvenir aux besoins de sa propre population, n'avait absolument aucune capacité de gérer la catastrophe humanitaire qui se déroulait. Et cette catastrophe humanitaire est devenue une partie du conflit lui-même. L'un des calculs stratégiques du Hezbollah a toujours été que la souffrance civile au Liban génère une pression internationale qui finit par contraindre les opérations militaires israéliennes. C'est un calcul profondément cynique. C'est un calcul qui a été critiqué abondamment et à juste titre par de nombreux analystes, mais c'est aussi un calcul qui possède un historique d'efficacité. Les appels internationaux à un cessez-le-feu se sont intensifiés, la pression diplomatique des gouvernements européens, des États arabes et des États-Unis eux-mêmes a commencé à s'accumuler. L'image des villes libanaises détruites, des enfants blessés, des familles désespérées dormant dans les rues de Beyrouth circulaient dans le monde entier sur les réseaux sociaux avec une vitesse et une portée qu'aucun conflit précédent n'avait connu. L'environnement informationnel était autant un champ de bataille que les collines du sud du Liban, et le Hezbollah le comprenait. Même le slogan le plus bruyant commence à paraître petit lorsque les images circulent plus vite que les éléments de langage. Le tableau régional plus large devenait encore plus complexe. Alors que les combats au Liban accaparaient les manchettes et les ressources militaires, l'environnement stratégique autour d'eux évoluait d'une manière qui rendait la situation beaucoup plus dangereuse. L'Iran observait, les voisins arabes d'Israël observaient, les États-Unis observaient avec une inquiétude croissante face au risque d'escalade vers un conflit régional plus vaste. La Russie et la Chine, toutes deux profondément investies dans l'affaiblissement de l'influence américaine au Moyen-Orient, observaient également. Chaque acteur de ce drame avait ses propres calculs. Chaque acteur posait la même question fondamentale. Jusqu'où cela va-t-il aller? Et qui clignera des yeux le premier? Cette question n'était pas rhétorique. C'était la question la plus importante au Moyen-Orient à ce moment-là. Et la réponse n'était pas encore claire. Ce n'est pas exactement le genre de question qu'on règle en déclarant une force parfaite dans un micro avant de quitter la salle. En revenant à la situation militaire, il y a une dimension de ce conflit qui a reçu beaucoup moins d'attention qu'elle ne le mérite. L'impact psychologique sur les forces israéliennes, c'est pas de la spéculation. C'est quelque chose que des psychologues militaires, d'anciens soldats et des journalistes ayant parlé avec des personnes sur le terrain ont documenté de manière fragmentaire mais cohérente. Combattre dans le type d'environnement que présente le sud du Liban, contre un ennemi invisible, intégré aux infrastructures civiles, capable d'émerger sans avertissement, capable de frapper avec des armes anti-chars précises et des attaques de drones, et capable d'infliger de vraies pertes à des soldats bien entraînés, crée une forme particulière de pression psychologique. Le champ de bataille ne fait pas de pause pour permettre à qui que ce soit de rebaptiser l'incertitude en contrôle total. Ce n'est pas la pression de faire face à des forces écrasantes. L'avantage militaire d'Israël en matière d'équipement et de puissance de feu reste considérable. C'est la pression de l'incertitude. La pression de savoir que chaque avancée pourrait être un piège soigneusement préparé, la pression de perdre des camarades dans des embuscades qui donnaient l'impression d'avoir pu être évitées. Ce poids psychologique compte. Il affecte la prise de décision tactique, il affecte le rythme des opérations, il affecte la volonté des commandants d'autoriser des avancées susceptibles d'entraîner davantage de pertes, et le Hezbollah le savait aussi. La stratégie du Hezbollah n'a jamais simplement consisté à vaincre militairement Tsahal. Aucun planificateur militaire réaliste au sein du Hezbollah ne croyait pouvoir le faire dans une confrontation conventionnelle directe. La stratégie consistait à rendre le coût si élevé, l'incertitude si persistante et les progrès si lents et douloureux que la volonté politique de poursuivre l'opération finirait par s'éroder. C'est la même stratégie que des forces plus petites et plus légères ont utilisée contre des armées plus grandes et plus lourdes tout au long de l'histoire moderne, du Vietnam à l'Afghanistan,
en passant par l'Irak. La logique est ancienne, les outils sont modernes. C'est le genre de problème qui rend une politique étrangère fondée sur des slogans très coûteuses, très rapidement. À ce stade, la question est devenue de savoir où la situation se dirigeait réellement, et la réponse honnête était que personne ne le savait. Cette incertitude faisait elle-même partie de l'histoire, parce que l'une des caractéristiques déterminantes de ce conflit était que les deux camps opéraient dans des conditions d'ambiguïté stratégique réelle. Ni Israël ni le Hezbollah ne comprenaient pleinement jusqu'où l'autre était prêt à aller. Aucun des deux camps ne savait pleinement où se trouvaient les lignes rouges, et aucun des deux ne pouvait être entièrement certain que le conflit ne basculerait pas vers quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus dangereux. Cette ambiguïté a créé une situation où chaque décision, chaque frappe et chaque choix tactique portait en eux le potentiel soit de mettre fin au conflit, soit de l'escalader au-delà de tous les paramètres actuels. L'ambiguïté n'est pas une faiblesse simplement parce que un rassemblement de campagne ne peut pas la transformer en slogan scandé. Le rôle de l'Iran dans cette ambiguïté ne peut pas être minimisé. Téhéran avait passé des années à construire ce qu'il appelle l'axe de la résistance. Un réseau de groupes armés à travers le Moyen-Orient, le Hezbollah au Liban, diverses factions en Irak, les Houthis au Yémen, ainsi que des groupes armés en Syrie et en Palestine, qui servent tous d'instruments de projection de puissance stratégique iranienne, sans obliger l'Iran à s'engager directement dans le conflit. Cette architecture donne à l'Iran une immense influence et une immense capacité de déni en même temps. Il peut augmenter la pression sur Israël en fournissant de meilleures armes au Hezbollah. Il peut réduire la pression en signalant de la retenue. Il peut gérer l'escalade à distance d'une manière qui le tient à l'écart d'une confrontation directe, tout en continuant à faire avancer ses intérêts stratégiques. Mais cette architecture comporte aussi des risques, parce que les mandataires développent parfois leur propre logique, leur propre dynamique, leurs propres calculs, qui ne s'alignent pas parfaitement avec ce que Téhéran souhaite à un moment donné. Lorsque cela se produit, le marionnettiste découvre que les ficelles ne sont pas aussi fiables qu'elles le semblaient. Était-ce ce qui se passait au Liban ? Y a-t-il eu des moments où les décisions opérationnelles du Hezbollah sont allées au-delà de ceux avec quoi l'Iran était pleinement à l'aise ? Les analystes posaient cette question et la réponse n'était pas entièrement claire. Ce qui était clair, c'est que le conflit avait une dimension qui dépassait largement les collines du sud du Liban et les villes du nord d'Israël. La population du nord d'Israël est aussi une partie essentielle de cette histoire, même si son expérience est souvent réduite à une note de bas de page. Des dizaines de milliers d'Israéliens avaient été évacués de leurs maisons dans le nord d'Israël. Des communautés qui existaient depuis des générations étaient effectivement vidées. Des familles vivaient dans des hôtels, dans des hébergements temporaires, chez des proches plus au sud, incapables de retourner dans leur propre maison. Leur propre commerce, leur propre vie, c'était pas un inconvénient mineur. C'était une perturbation fondamentale de communautés entières qui remontait à plusieurs mois avant même le début de la grande opération terrestre, parce que les tirs de roquettes depuis le Liban avaient commencé avant la campagne terrestre à grande échelle. Ils avaient commencé dans ce qui était présenté comme une solidarité avec Gaza, ils n'avaient jamais vraiment cessé. Pour ces familles israéliennes, la question n'était pas géopolitique, elle était personnelle. Quand pourrons-nous rentrer chez nous ? Quand nos maisons seront-elles en sécurité ? Quand nos enfants pourront-ils dormir sans entendre les sirènes ? Ces questions ont créé une énorme pression politique intérieure sur le gouvernement israélien, une pression pour faire quelque chose de décisif, une pression pour éliminer la menace, une pression pour rendre le Nord de nouveau habitable. Aucune formule de salle de presse ne peut transformer le déplacement en stabilité, peu importe l'agressivité avec laquelle elle est répétée. Cette pression a été l'un des principaux moteurs de la décision d'intensifier l'opération militaire au Liban, ce qui ramène l'analyse à la tension centrale de tout ce conflit. L'opération militaire conçue pour résoudre le problème du déplacement des Israéliens du Nord, pour éliminer la capacité du Hezbollah à menacer ses communautés, exigeait de combattre dans un terrain et contre un ennemi qui rendait extrêmement difficile les résultats militaires propres, rapides et décisifs. C'est le piège stratégique fondamental dans lequel Israël s'est retrouvé. Une opération courte et limitée n'atteindrait pas l'objectif d'une sécurité réelle pour le Nord. Une opération longue et intensive produirait des pertes, générerait une pression internationale, risquerait une escalade régionale et pourrait tout de même ne pas atteindre le résultat définitif que la situation politique exigeait. Il n'y avait pas de réponse facile. Il n'y avait pas de chemin stratégique propre menant de la situation actuelle au résultat souhaité, sans traverser un dédale de coûts et de complications. Un dédale, malheureusement, est plus difficile à traverser qu'une phrase sur trou social. C'est pourquoi ce qui s'est passé sur le champ de bataille, en particulier les pertes subies par les forces israéliennes lors de certaines opérations, comptaient tellement au-delà des chiffres bruts. Chaque perte était un argument.
un argument selon lequel l'opération était plus difficile que prévu, un argument selon lequel le calcul coût-bénéfice devait être réexaminé, un argument selon lequel des approches alternatives, des approches diplomatiques devaient être prises plus au sérieux. Chaque perte était aussi, du point de vue du Hezbollah, une preuve de concept. La preuve que ces années de préparation avaient porté fruit. La preuve que sa stratégie consistant à fortifier le sud, à construire les tunnels, à accumuler les armes anti-chars et à former les combattants avait produit exactement le résultat qu'il avait prévu. C'est ce qui rendait ces développements sur le champ de bataille si significatifs. C'était pas seulement des événements militaires. C'était des communications stratégiques, des messages envoyés dans le langage le plus brutal possible entre deux forces aux objectifs fondamentalement incompatibles. La réponse mondiale à ce conflit évoluait également, et c'est là que la dimension internationale de l'histoire devient réellement complexe. Les États-Unis se trouvaient dans une position extraordinairement difficile. En tant que principal allié d'Israël et fournisseur d'importantes quantités d'équipements militaires, les États-Unis avaient à la fois un intérêt dans la sécurité d'Israël et une obligation de prendre en compte les conséquences humanitaires des opérations militaires israéliennes au Liban. Ces deux intérêts n'étaient pas toujours compatibles. Ils étaient parfois en tension directe l'un avec l'autre. Ce genre de tension ne s'insère pas proprement dans l'habitude pro-Trump de diviser le monde entre lignes d'applaudissements et ennemis du jour. Les responsables américains réaffirmaient simultanément leur soutien au droit d'Israël à se défendre et exprimaient leur inquiétude face aux pertes civiles au Liban. Ils fournissaient simultanément une assistance militaire et menaient des efforts diplomatiques pour empêcher une escalade régionale. Ils tentaient de soutenir un allié, tout en gérant les coûts politiques de ce soutien dans un environnement intérieur de plus en plus polarisé sur la question de la politique au Moyen-Orient. C'était un exercice d'équilibre sur le fil du rasoir, et les développements sur le champ de bataille au Liban ont rendu cet exercice beaucoup plus difficile. Lorsque des pertes militaires israéliennes importantes sont devenues une partie de l'histoire, cela a modifié le calcul à Washington de manière subtile mais réelle, pas au point d'abandonner Israël. Ce n'était jamais une possibilité réaliste dans le cadre politique actuel, mais au point d'accroître l'urgence de trouver une voie diplomatique vers un cessez-le-feu avant que le conflit n'engloutisse encore plus de vie et ne génère encore plus de conséquences difficiles à gérer. Les gouvernements européens étaient moins contraints dans leurs déclarations publiques. Plusieurs alliés européens étaient déjà passés au-delà des expressions d'inquiétude pour appeler explicitement à un cessez-le-feu. L'écart entre les positions américaines et européennes sur ce conflit se creusait en temps réel. Et dans le monde arabe, la pression politique sur les gouvernements qui avaient signé des accords de normalisation avec Israël ou qui envisageaient de le faire s'intensifiait de façon spectaculaire. Les images provenant du Liban, comme les images venues de Gaza auparavant, provoquaient une énorme colère populaire dans les sociétés arabes que même des gouvernements autoritaires ne pouvaient pas entièrement ignorer. Le paysage politique régional évoluait, pas de manière spectaculaire, pas d'un seul coup, mais de façon mesurable et lourde de conséquences. Et tout cela se produisait alors que les armes tiraient encore. Pendant ce temps, le fantasme selon lequel chaque crise peut être gérée avec un micro plus bruyant vieillissait mal, heure après heure. La question que tout le monde posait réellement, même si elle n'était pas toujours formulée directement, était de savoir ce qui allait se passer ensuite. Il y avait, dans les grandes lignes, 3 trajectoires possibles pour ce conflit au moment où l'image du champ de bataille a commencé à se clarifier. La première, c'est la pression internationale s'intensifie mais ne parvient pas à imposer un arrêt. Le conflit finit par atteindre un point où la capacité militaire du Hezbollah dans le sud du Liban est fortement dégradée, mais à un coût en vies humaines et en stabilité régionale qui produit des conséquences se prolongeant loin dans l'avenir. La deuxième trajectoire était un arrêt négocié, des canaux diplomatiques confidentiels impliquant les États-Unis, le Qatar, potentiellement la France et d'autres intermédiaires produisent un cadre pour arrêter les combats. Un cessez-le-feu est annoncé. Les questions sous-jacentes, le déplacement des Israéliens du Nord, la présence des forces du Hezbollah près de la frontière, la question d'une zone tampon sont traitées sous une forme ou une autre par des arrangements négociés. Aucun des deux camps n'atteint son objectif maximaliste. Les deux camps déclarent une forme de victoire pour la consommation intérieure. La troisième trajectoire, et celle que les observateurs les plus sérieux surveillaient le plus attentivement, était l'erreur de calcul. Une frappe qui va plus loin que prévu, une réponse qui escalade au-delà de ce que l'un ou l'autre camp avait planifié, un développement ailleurs dans la région, en Iran même, dans le détroit d'Ormuz, en Syrie, qui entraîne directement d'autres acteurs dans le conflit et le transforme en quelque chose que personne n'avait réellement voulu, mais que tout le monde avait accidentellement créé. L'erreur de calcul, c'est ce qui arrive lorsque la réalité refuse d'obéir au service de l'image. L'histoire du Moyen-Orient et franchement de la guerre en général est remplie de conflits qui ont commencé avec des objectifs précis et des intentions limitées,
puis se sont terminés à un endroit que personne n'avait conçu, parce que la logique de l'escalade a sa propre dynamique. Cette troisième trajectoire n'était la préférence de personne, mais sa possibilité était réelle. Et une analyse responsable devait la prendre au sérieux. Ce qui devenait clair à mesure que ce conflit continuait de se dérouler, c'est que la relation entre les opérations militaires et les résultats stratégiques au Liban n'était pas simple. L'idée qu'une force militaire suffisante, appliquée avec une précision suffisante, produirait un arrangement de sécurité stable et durable pour le nord d'Israël avait déjà été mise à l'épreuve. Elle avait été testée en 1982, elle avait été testée en 2006, et dans les deux cas, les opérations militaires n'avaient pas produit les résultats de sécurité permanents qui justifiaient les coûts. Ce schéma historique ne signifiait pas que l'opération actuelle était condamnée à échouer selon ses propres termes. Le contexte change, les capacités changent, les dynamiques politiques changent. Mais cela signifiait que quiconque prétendait avoir des certitudes faciles sur l'issue des opérations militaires au Liban ne prêtait pas attention à l'histoire. La certitude facile fait de la bonne télévision et de la très mauvaise stratégie. La situation était réellement incertaine, les coûts étaient réellement sérieux, les implications dépassaient réellement le conflit immédiat, et le monde regardait. Mais une chose traverse toute l'analyse, toute la stratégie et tout le cadrage géopolitique. Quelque part, dans le sud du Liban, un soldat se trouvait dans une position à laquelle il ne s'attendait pas, non pas parce qu'il était mal préparé, non pas parce qu'il manquait de courage, mais parce que l'ennemi qu'il combattait avait passé des années à se préparer précisément à cette rencontre. Et le terrain sur lequel il combattait avait été conçu, littéralement conçu, pour rendre sa tâche aussi difficile que possible. Quelque part dans le nord d'Israël, une famille n'était toujours pas chez elle, vivait encore avec une valise, regardait encore les nouvelles pour savoir si l'endroit où elle avait construit sa vie allait redevenir sûr. Et quelque part, dans le sud du Liban, une famille civile avait perdu une maison ou un proche, ou les deux, non pas parce qu'elle était combattante, non pas parce que elle avait choisi de faire partie de ce conflit, mais parce que la guerre ne distingue pas entre les personnes qui la font et celles qui se trouvent simplement sur son passage. Ces réalités humaines existent sous toute la stratégie, toute l'analyse, tous les bilans de pertes, les cartes territoriales et les calculs diplomatiques. Elles sont ce dont ce conflit est réellement fait et elles expliquent pourquoi cette histoire compte bien au-delà des frontières du Liban et d'Israël. Parce que ce qui se passe dans cet étroit corridor entre la côte méditerranéenne et les pentes des montagnes libanaises aura des répercussions vers l'extérieur. Cela affectera l'ordre régional plus large. Cela affectera la politique étrangère américaine. Cela affectera les calculs de chaque gouvernement du Moyen-Orient qui tente de décider comment se positionner à un moment où toutes les anciennes certitudes se dissolvent. Cela affectera la question de savoir si la prochaine génération dans cette région grandira dans un monde qui a trouvé une façon de reculer du bord du gouffre ou dans un monde qui ne l'a pas fait. Voilà le vrai poids de ce qui se passe au Liban, non pas les chiffres des pertes, aussi importants soient-ils, non pas les gains ou pertes territoriaux, aussi réels soient-ils, mais la question fondamentale que ce conflit force à mettre sur la table. Existe-t-il une version de cette histoire qui se termine autrement qu'avec les graines de la prochaine guerre déjà plantées ? Cette question est plus lourde que n'importe quelle promesse de scène de campagne prétendant tout régler avant le dîner. L'histoire dit que la réponse à cette question ne dépend pas seulement de la capacité militaire, pas seulement de la planification stratégique, pas seulement de la puissance de feu, du renseignement, des réseaux de tunnels ou des missiles anti-chars. Elle dépend de la capacité des dirigeants politiques de tous les côtés de ce conflit à trouver l'imagination et le courage nécessaires pour poursuivre des résultats réellement durables, plutôt que simplement satisfaisants à court terme. Cette réponse n'a pas encore été donnée. Les armes parlent encore et le monde regarde toujours, se demande si cette fois, d'une manière ou d'une autre, l'histoire se terminera différemment. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt